quand tu vois mon écran, hein. Recording is on. Voilà, je pense qu'on a le message. Voilà. On a le message. Eh bien, bonjour, bonsoir, hein, bienvenue pour cet après-midi Smart Summit ici à La Réunion. On part sur une après-midi ciblée Legal Tech et RegTech également. Donc, on a eu plusieurs salles qui ont été proposées avec plusieurs projets. Donc, on est content de cet après-midi d'avoir notre ami Christophe Loracle qui vient nous présenter une autre version de sa LegTech, Legal Tech. Donc voilà, Christophe, on s'est rencontré il y a quelques mois sur les réseaux professionnels. On a en plus une personne maintenant qu'on connaît depuis longue date, depuis longue chaîne. Et puis voilà, il devait venir aussi également à la réunion dans la partie physique, mais là on a eu la chance en plus de l'avoir à distance. Il est toujours aussi souriant et on lui laisse se présenter son projet Qu'est-ce que l'Oracle avec Contraction. Christophe? Merci Marc. Effectivement, je regrette de ne pas être avec vous au soleil. Ici, il fait froid, il pleut. Voilà. Mais, bon, voilà. mais on s'est promis que ce serait pour l'année prochaine. Exactement. On a mis ça sur l'agenda sans problème. Exactement. Donc, Christophe Loracle, c'est le gentil surnom que me donne Marc, mais le vrai nom, c'est Carminati. Je suis fondateur de Contraction. Contraction, il y a presque tout dans le titre. Hein. Contract, c'est comme contrat, chaîne comme blockchain. Et il se trouve que moi, je suis issu, pas d'un parcours tech comme beaucoup d'entre vous, mais j'ai travaillé dans le monde de l'immobilier et de la construction. Et puis, j'ai été confronté à une problématique qui me posait problème. Et donc, j'ai quitté ce métier-là pour mieux le transformer de l'extérieur pour fabriquer de la confiance entre deux acteurs qui passent à un contrat. Et c'est l'origine de Contraction, qui est une start-up qui a 3 ans d'âge, et puis on est en train de décoller fort. Alors, je vous dis en 2 mots pourquoi mon surnom, c'est l'Oracle. On va commencer par parler d'une situation que vous connaissez tous, du moins certains, au moins celle de gauche. Dans ces 2 situations, quels sont les points de ressemblance et les points de divergence? Alors, vous n'allez pas me parler de pains et de dossiers, mais on va plutôt se dire que tous les deux font du commerce, de viennoiserie à gauche et puis de sujets plus complexes à droite. Et si on s'arrête un instant sur les points de divergence, dans les points de divergence, il y a leurs attitudes. Alors, ça ne saute pas aux yeux si la définition n'est pas bonne, mais à gauche, il y a la confiance qui est installée. Pourquoi est-ce qu'elle est installée? Déjà parce que pour préjuger d'une baguette ou d'un croissant, il suffit de le regarder. Et puis, ils n'ont pas à se poser de questions. En effet, la monnaie joue son rôle de référentiel commun. Aucun des deux n'a de doute sur ce qu'il pourra faire des billets ou pièces en sortant du magasin. C'est d'ailleurs ainsi qu'on comprend que la valeur d'une monnaie est basée avant tout sur la confiance qu'on a en elle. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce billet vaut 10 €, il sait très bien ce qu'il pourra en faire en sortant du magasin. Par contre, à droite, on ne lit pas sur leur visage de la confiance. Ben oui, pourquoi? Tout simplement parce que les enjeux sont importants, parce que c'est le monde du business et des affaires, et que naturellement, l'homme, quand il s'agit de situations avec de forts enjeux, il ne peut naturellement faire confiance à l'autre. Alors, ces sujets relèvent des sciences humaines et sociales, évidemment, et ça a été traité historiquement par la présence d'un tiers de confiance. On est tous, ou beaucoup d'entre nous, passés devant un notaire pour faire une transaction immobilière, ou le tiers de confiance matériel, à savoir la monnaie, dont on parlait à l'instant. Et puis ces notions qui relèvent des sciences humaines et sociales, elles ont été traitées par les mathématiques et par l'informatique. Alors mathématiques via la théorie des jeux, et puis les généraux byzantins que tous les informaticiens connaissent bien. Alors on part de cette situation et on se dit, tiens, est-ce que dans la photo de droite, on ne pourrait pas faire un petit peu mieux? Et pour faire un peu mieux, qu'est-ce qu'il faut? Essayer de leur fabriquer un référentiel pour que aucun des gens qui sont là, en train de vérifier des documents sans en avoir connaissance, n'ait à se poser de questions. Alors, comme moi, j'ai travaillé longtemps dans le monde de l'immobilier, le monde de l'immobilier, ça fait bien longtemps que les concepteurs, les architectes ne sont plus avec des crayons sur des papiers, mais ils utilisent des outils numériques. Alors, ça a été AutoCAD 3D, aujourd'hui c'est Revit, et puis voilà, les outils qui permettent de concevoir des bâtiments, de concevoir des constructions pour ensuite pouvoir mieux les construire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? On transforme toutes ces belles maquettes en du PDF et donc on perd toute la valeur de l'intelligence qui a été mise dans la conception. Donc, la vie d'aujourd'hui en contrat, c'est celle-ci. Alors, il se trouve que c'est le modèle de nos ancêtres, où ils avaient des papiers et des crayons.
Alors que la vraie vie, c'est des modèles numériques et on aimerait bien essayer de ne pas perdre toutes ces notions. Donc, on vient d'aborder deux notions de grande maille, la confiance et la qualité documentaire. On va, puisque je suis un oracle, parler de l'intégrité d'un document. Alors, l'intégrité d'un document, on peut lui donner beaucoup de définitions, mais enfin bon, la loi dit quelque chose. Et quand on regarde le règlement européen, le règlement CE numéro 460, patati patata, que je dois vous passer à l'occasion, il donne cette définition. Il dit « L'intégrité d'une donnée est la confirmation que ces données ont été envoyées, reçues ou stockées, sont complètes et n'ont pas été modifiées. » Alors ça tombe bien, on tombe sur un texte de loi qu'on peut comprendre, ce n'est pas le cas de tous. Mais donc il faut comprendre que l'intégrité doit être embarquée dans le document puisqu'elles doivent être réputées intègres si elles sont envoyées, reçues ou stockées. Alors, avant l'avènement de la blockchain, ces données étaient nécessairement sécurisées de manière centralisée. Les documents sensibles sont stockés sur des serveurs dont les accès sont limités, et donc c'est l'équivalent d'un coffre-fort numérique. C'est comme un coffre-fort physique avec de grosses parois et une seule clé. Et quand on sort un document de ce coffre-fort numérique, ma foi, il n'y a d'autres solutions technologiques que de le mettre sous format PDF, et donc perdre la valeur du document, comme je le disais, et de le signer électroniquement pour empêcher toute modification. Alors, il est vrai que ça marche, que le procédé est sans faille, au vol de données près, la presse nous en parle quand même beaucoup, et au passage, ça impose des procédures complexes, c'est onéreux, très cher, et ça oblige à un format de type papier numérisé, et donc de qualité, moi j'estime, plutôt insuffisante. On va parler un peu de droit. Alors, quand vous entendez parler de droit vis-à-vis des crypto-monnaies, on entend évidemment parler beaucoup de sujets qui touchent à la fiscalité. Alors moi, je ne suis pas dans la fiscalité parce que je ne suis pas dans la crypto-monnaie, mais je travaille sur des preuves numériques. Et donc, les preuves numériques, on les retrouve où? Ou du moins, les preuves tout court, on les retrouve dans le Code civil. Alors, le droit français admet deux catégories de preuves, deux grandes catégories de preuves. Il n'y en a pas 50, il y en a deux. Les preuves parfaites et les preuves imparfaites. Il n'y en a pas d'autres. Alors, commençons par le début. Une preuve est dite parfaite quand elle a été établie par un officier public dont la compétence lui permet de dresser un acte selon un certain formalisme. Et donc, on pense aux notaires, on pense aux huissiers. Cette personne physique, dûment habilitée par l'État, garantit la validité du document, et ça c'est quelque chose, on en parlera tout à l'heure, la blockchain sait faire, bien sûr, garantit son absence de contrariété à l'ordre public, et là on imagine déjà qu'il faut un cerveau humain pour résoudre ce type de sujet, ainsi qu'aux droits des tiers. Et donc, l'acte est dit authentique au sens de l'article indiqué 1317 du Code civil. Donc ça, c'est les preuves parfaites. Ensuite, les preuves imparfaites. Donc là, vous imaginez qu'il y a un gros paquet, il y a du plus ou moins imparfait. Les autres preuves, quelles qu'elles soient, sont dites imparfaites et sont donc soumises, en cas de difficulté, à l'appréciation in concreto du juge, qui lui préjugera de la qualité de la preuve imparfaite. Alors déjà, je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour apporter déjà une première réponse. Au mieux, dans le meilleur des cas, une preuve blockchain sera dite imparfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans les mains d'un officier ministériel et donc, comme dit précédemment, la blockchain ne saura pas garantir de son absence de contrariété à l'ordre public ainsi qu'aux droits des tiers. Mais, dit autrement, on va dire avec plutôt un peu moins de brutalité, parce que je suis marchand de blockchain quand même, elle peut tout de même avoir une valeur probatoire, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire. Et comment est-ce qu'on apprécie le jusqu'à preuve du contraire? L'article 1366 du Code civil donne à l'écrit électronique la même valeur que l'écrit sous forme papier, sous réserve, je cite, que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et donc, dans cette phrase, qui, fort heureusement, est encore en français, quoique un petit peu plus longue, on y décèle quoi? L'intégrité du document, la notion dont on a parlé tout à l'heure, et la qualité de la personne qui le met. Et donc, juridiquement indispensable d'un acte, c'est la signature qui lie le document à une personne.
Et donc, on en revient à l'article 1367, qui dispose ainsi qu'il doit s'agir d'un procédé, électronique bien sûr, d'un procédé fiable d'identification du signataire, garantissant le lien entre le signataire et l'acte. Et on en revient dans la couche du dessous en disant, mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver à lier ces deux documents, le document et la personne? Le règlement EDAS, que beaucoup connaissent, dont on parlait tout à l'heure avec Gilles, et le règlement EDAS, il travaille sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques, quelles qu'elles soient, au sein du marché intérieur. Marché intérieur égale Europe. Et il se trouve qu'il impose, pour bénéficier d'une présomption de fiabilité en matière de signature et de redatage, qu'il soit fait usage d'un tiers de confiance. Et dans ces conditions, la signature est dite qualifiée. Donc tout ça donne, vous savez, je dois avoir quelque chose qui s'affiche, qui n'est pas indispensable. Tout ça donne quelque chose qui se rapporte à, on va dire, au passé. Est-il nécessaire d'avoir un tiers de confiance de type avocat, de type notaire, de type huissier, pour s'assurer du fait que Marc Agouni est bien Marc Agouni? Non. Non, pas vraiment. Si ce n'est que le règlement EDAS ne fait autre chose que de transformer les habitudes papier à une technologie qui, elle, a évolué. C'est bien ou c'est pas bien. En attendant, la loi, elle dit ça. Et on ne peut pas s'en extraire, bien sûr. Derrière, on vient de voir qu'il y avait quand même quelques limites juridiques. La blockchain, vous la connaissez tous. J'imagine que dans le public, on est tous très convaincants quand il s'agit de vanter sa capacité et sa résilience à ne pas transformer un document. La blockchain, elle dit tel jour, telle heure, tel document, ou telle transaction d'ailleurs, tel état. Et elle le dit de manière extrêmement fiable. Mais par contre, peut-elle apporter un lien juridique entre l'identité d'un dépositaire et un document pour, comme dit tout à l'heure, assurer une présomption de fiabilité? Non, pas vraiment. Parce que n'importe qui peut créer une adresse décorrélée d'une identité juridique. On est dans le juridique, là. Derrière, est-ce qu'elle fait préjuger de la qualité d'un document? Non. Pourquoi non? Puisqu'elle ne présume pas de l'identité de celui qui a certifié un document, et je crois que vous en parlerez tout à l'heure pour les diplômes, par exemple, elle ne sait donc préjuger de la qualité du dit document. Et donc, pour parler avec beaucoup de brutalité, mais d'honnêteté, parce qu'on n'est pas des marchands de soupe, un faux certifié dans la blockchain, ça restera un faux. Bon, je suis en train de vous démolir, Non, pas vraiment, vous inquiétez pas. Pour autant, il ne faut pas en déduire que la blockchain est dépourvue de valeur probante. Bien au contraire. Mais seulement qu'elle ne bénéficie pas de cette présomption. Et donc, la vraie différence, c'est quoi? Je reviens à la preuve parfaite et imparfaite. Vous amenez devant le juge une preuve dite parfaite. Le juge va la regarder et il n'aura pas à l'interpréter. C'est gravé dans le marbre, par exemple, un acte authentique dressé par un notaire. Mais si vous lui apportez un autre type de preuve, il a aussi le devoir de le regarder. Et donc, en stricte application des textes en vigueur, il faut comprendre que personne, et le juge ne va pas y faire exception, ne pourra nier l'existence d'un document à une date donnée. Mais que cette preuve d'existence sera jugée comme imparfaite et donc soumise à son jugement. Et sur ce sujet-là, on n'en parle pas beaucoup, c'est très confus dans les textes et dans la loi. Vous voyez en bas à droite les questions, alors si je clique dessus, ça devrait arriver, questions Assemblée nationale. Il se trouve que c'est un document qui fait 1 page et demie. Je vous conseille, voilà, question.assemblée nationale, de le regarder, parce qu'en 1 page et demie, il dit beaucoup de choses. Donc c'est Daniel Fasquelle, Les Républicains. La réponse a été publiée au JO le 10-12. Enfin voilà, on voit que c'est un truc très très officiel. Il dit en substance, voilà, dans ce simple paragraphe, que le sujet fonctionne. Voilà, par exemple, en matière probatoire, si aucun texte ne mentionne spécifiquement la blockchain, il n'en résulte pour autant aucun vide juridique. Et ça, je crois que c'est une question importante. Repassons au fil de notre présentation.
J'ai un document, je le mets sur la blockchain, il est horodaté, il est certifié, mais je ne peux pas encore être tout à fait sûr que ce soit le bon document. Alors, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette problématique? Parce que c'est quand même un peu ennuyeux. Ben, c'est justement pour ça, et que pour ça d'ailleurs, que nous, on a créé Contraction. Alors, comment fonctionne Contraction? Contraction est une machine qui fabrique des contrats pour nos clients. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce petit problème, qui peut devenir gros s'il est présenté devant un juge? La Contraction permet à l'acheteur d'un bien et son conseil, alors un notaire ou un avocat, et en face de lui, son contradicteur. Le contradicteur, c'est pas un mot barbare. Hein. Dès lors que les intérêts sont divergents, on ne peut pas estimer qu'on est dans un monde de bisounours. Et donc, un acheteur et son vendeur, le conseil de l'un et le conseil de l'autre, vont pouvoir tomber d'accord sur une documentation et donc donner une valeur probante au dit document. Et comment est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ça avec beaucoup de simplicité. Vous, quand vous téléchargez un document n'importe où, sur le net, est-ce que vous êtes certain de son intégrité? Peut-être. S'il est blockchainé, vous en êtes un petit peu plus sûr. Est-ce que vous êtes certain de son intégrité et de sa qualité? Ben, il y a une seule manière de le savoir. Puisqu'il s'agit d'un dossier sur lequel vous avez travaillé, vous, ben, vos fichiers, vos dossiers, ils sont où? Ben, ils sont sur vos ordinateurs, tout simplement. Ils ne sont pas ailleurs. Et les fichiers qui sont sur votre ordinateur, vous en êtes sûr ou vous n'en êtes pas sûr? Mais bien sûr, vous en êtes sûr, parce que ce sont vos documents de travail. Et donc, les 4 acteurs que vous voyez là, sur la plateforme Contraction, ils vont pouvoir faire quoi? Comparer les documents qui sont sur leur ordinateur avec ceux qui ont été proposés par l'un des rédacteurs de contrat, le notaire 1 ou le notaire 2, sur ce cas de figure, hein, et celui qui a évidemment été certifié par la blockchain pour être horodaté. Et à l'issue de cette double vérification, les documents sont conformes ou ne sont pas conformes, et donc intègrent au sens du règlement européen ou pas. J'ai combien de temps, Marc, là, tu sais, pour savoir si je peux faire un petit bout de démo de ma plateforme ou pas? Tu as tout le temps que tu veux, Christophe. Hein. Là, de toute façon, tu as ouvert la scène, hein, tant qu'il y a du monde, c'est des vidéos, avec sans problème, bien sûr. Je fais plein de phrases juridiques, je vais vous montrer l'outil, ce sera peut-être encore plus simple comme ça. Ouais, encore mieux, vas-y. Ce sera des informations plus claires. Vous voyez mon écran toujours là, ouais? Ouais, parfait, voilà. Tu peux le mettre en plus grand si tu veux. Tac, login, mot de passe. Bon, ben, on est en mode SaaS, il n'y a rien de bien magique. Hein. Et donc, je vais vous montrer comment on fabrique un accord. Voilà, donc on va fabriquer un accord, par exemple, entre un promoteur qui va vouloir passer un contrat avec un entrepreneur. Ça va être une opération de 22 logements au tampon, tiens. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y en avait un qui était au tampon. Hein. Je vais dire que le tampon est en Île-de-France. Excusez-moi, je n'ai pas la Réunion, puis je vais affecter ça à des gens chez moi qui vont travailler. Hein. Mon opération du tampon, elle est créée. C'est quoi la documentation de cette opération, de ce contrat, de cet ensemble? Et bien justement, pour en être un petit peu sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va la certifier blockchain. Donc, dans l'opération de 22 logements tampons, je décide d'importer, le terme est impropre, mais vous comprendrez pardon, d'où il vient. Je vais retrouver, comme je le disais tout à l'heure, sur mon ordinateur, ce dossier-là, qui est un dossier constitué de dossiers, sous-dossiers et fichiers. Et ce dossier-là, donc je ne sais pas, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine de documents, je vais l'ancrer sur la blockchain. Donc là, vous voyez quoi? Vous voyez Contraction qui est en train de regarder le contenu des fichiers, donc il y a un peu de tout, Excel, Word, Revit, DWG, photos, films, enfin tout ce que vous voulez comme format. Contraction regarde le contenu, transforme ce contenu en une empreinte numérique, un SHA 256, je crois qu'il y en a dans l'assistance pas mal qui savent de quoi il s'agit, pour pouvoir un petit peu plus tard dans la procédure, envoyer cette empreinte numérique sur la blockchain, hein, pour que le contenu soit redaté. Et donc, là, hop, c'est en train de mettre un petit peu de temps sur une maquette très vite. Oui, évidemment, ça c'est une maquette, elle doit faire 1 giga, je crois. Hein. Donc c'est évidemment beaucoup plus rapide que si on faisait du téléchargement. Enfin, le giga, il faut quand même le décoder. J'ai peut-être d'ailleurs
une mémoire RAM qui est un petit peu complète. Voilà, on a fait toute la certification. Je confirme l'importation. Quand je confirme l'importation, Contraction est en train d'envoyer les empreintes numériques du dossier sur la blockchain. Donc voilà, tout est parti dans l'ordre. Donc on a toute l'arborescence qui a été transférée. Et si je prends ce document, voilà, c'est un Excel. Voilà l'empreinte que je lui ai donnée. Et donc, le contenu de ce document sera horodaté au 22/5/2020 à 16h33 et 39 secondes. Tel jour, telle heure, tel document, tel état. Voilà. Donc là, on vient de certifier toute la documentation de l'opération de vente de logement au tampon. Quand on a fait ça, c'est très utile, mais on n'a encore rien fait. On n'a pas encore créé, fabriqué le contrat dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'était un contrat... ça va être Lolo 3 Charpente. Hein. Bon, je vous parle d'une opération de construction, mais on entre tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, Contraction est l'outil des notaires, est l'outil des constructeurs, des promoteurs, des foncières, des bailleurs sociaux, des avocats. Et donc, je vais créer le contrat. Je vais donner un nom, je vais prendre toute la documentation. Si j'ai envie d'enlever ça, j'enlève ça. Hein. Si j'ai envie de rajouter... tout ce qui est en bleu, c'est la documentation du contrat. Je crée le lien. Le contrat, il est créé, il est en cours. Je vais aller tout simplement, je vais l'activer. Pardon. Je vais l'activer. Pourquoi ? En activant, j'ai créé un lien qui va me permettre de transmettre le dit contrat à mon contradicteur pour que lui puisse vérifier si je ne me suis pas trompé, par exemple. Donc, je lui ai écrit un mail. Monsieur l'entrepreneur, veuillez trouver ci-joint. J'y arriver le contrat que je me propose de signer ensemble. Je ne l'ai pas mis. Copier. Et quand il clique sur le lien, il accède à Contraction. Alors lui, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose d'autre que de répondre à un appel d'offres et puis prendre la bonne nouvelle, comme quoi c'est lui qui allait faire le projet. Lui, pour l'instant, il n'a rien fait sur Contraction. Il va commencer son travail. Donc, je fais un petit peu de pédagogie. Je lui explique qui est Contraction, ce que je fais, ce qu'a fait son client, parce que la confiance, ça se fabrique, hein, ça ne se décrète pas, ça se fabrique. Il va regarder la petite aile en ligne, il va fermer, puis il va découvrir son contrat. C'est le charpente, l'opération du tampon, et la documentation, c'est celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, comparer les documents qui sont sur son ordinateur et ceux qui ont été proposés par son client, par exemple celui-ci, et qui ont été certifiés blockchain. Il le propose à Contraction. Contraction regarde le document, calcule l'empreinte et la compare à celle qui est proposée dans le contrat et celle qui est, va y arriver, dans la blockchain. Il se trouve que c'est le bon. Il a été validé. Donc, les parties sont parfaitement d'accord. Hein. Donc, il choisit un fichier ou un dossier, il va tout prendre, histoire d'aller un peu plus vite. Alors, un peu plus vite, ça va forcément être un peu lent parce que je vais à nouveau relire ma maquette très vite. Hein. Et donc, Contraction regarde le contenu des documents. L'une des parties aurait pu changer le nom du fichier, modifier des métadonnées, modifier l'arborescence, modifier tout ce qu'il veut sauf le contenu. Pourquoi ? Parce que l'accord sur un contrat, c'est ce qui est inclus dans le document qui est important. Ce n'est pas ces métadonnées. Hein. Donc, quelle que soit l'arborescence, quelle que soit la date, quel que soit quoi que ce soit, Contraction va dire oui ou non, ce document est intègre ou n'est pas intègre. Donc voilà, au lieu de passer une bonne demi-journée, parce que dans ma vraie vie d'avant c'était ça, à tout vérifier, ce que je ne pouvais pas faire d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait ? Contraction a effectué une revue de contrat à la place des acteurs. Et donc, l'accord aujourd'hui, il est parfait, mais le contrat, il n'est pas encore signé. Donc derrière, ils sont tout à fait d'accord, c'est validé, c'est très bien. Ils vont signer. Alors pour signer, c'est des procédés qui sont très traditionnels. Hein. On parlait tout à l'heure de DocuSign ou d'Oolit, c'est la même chose, sauf que j'ai pas pu prendre la signature Bitcoin. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu ? Notamment parce qu'on disait tout à l'heure qu'il faut un tiers de confiance agréé, comme le demandait EDAS, et comme je travaille pour le monde du public, les gens qui sont code de la commande publique, ils ont l'obligation d'avoir une signature qualifiée. Donc, est-ce que j'ai un processus de validation interne ou pas ? On va dire non pour simplifier la démo. Le sujet dont je vous parlais, reconnaissance par mail ou SMS ou certificat électronique, le sujet imposé par EDAS, on va faire mail pour SMS.
Ensuite, on va tout simplement renseigner le nom des signataires. Hein, je le fais très vite. Donc là, c'est le nom du client, le promoteur. Ici, ça va être l'entreprise du tampon, on va l'appeler comme ça. Hein. Son nom, son prénom, sa qualité, il est directeur général. On a le nom des signataires, on a presque tous les documents. La documentation technique n'est pas encore le contrat. Le contrat par lui-même, je vais essayer d'aller le chercher sur mon ordinateur et puis on va prendre un PDF, voilà, on va prendre un modèle de contrat, voilà, on va dire que c'est le bon. La convention de preuve, ça c'est une subtilité juridique qui n'est pas essentielle à ce stade, mais qu'on préconise à nos clients. Contract chain, c'est quoi? Contract chain vient que concaténer cet ensemble. Et donc, c'est quoi cet ensemble? Qu'est-ce qui va être signé? Ce qui va être signé, c'est le contrat, le document que je viens de télécharger à l'instant. Entre toi et moi, il est convenu tel objet, tel prix. C'est le résumé de la documentation technique. Alors, je ne sais plus tout à l'heure si on avait 25 ou 45 documents, mais au lieu de signer 45 fois physiquement comme avant ou électroniquement comme avec DocuSign, on ne va signer, on en avait 28 d'ailleurs, on en avait 28. On va signer numériquement une liste qui se résume à 3 pages. Chaque document étant résumé par son nom, son hash et la date d'ancrage blockchain. Alors là, vous n'avez pas la date d'ancrage parce que je suis sur un site de démo et je ne paye pas les mineurs pour faire des démos à mes clients. Hein. Et puis ensuite, le pavé de signature sur lequel on va signer comme le fait Gilles ou comme le fait DocuSign. Je l'ai visualisé, je décide de les valider, si je pense que c'est bien. Si j'avais une validation interne, j'aurais cliqué ici. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Je transmets le contrat à la signature. Alors derrière, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable de faire une démo parce que vous avez tous utilisé, il n'y a rien de bien magique. Hein. Vous accédez au document, vous êtes reconnu par votre mail, puis par votre téléphone portable ou votre certificat. Au passage, le téléphone portable, c'est à mon avis l'un des meilleurs moyens de reconnaissance parce que autant vous pouvez éventuellement confier votre certificat à votre assistante parce que c'est un truc dont vous ne servez pas tous les jours, qui est très bien dans un tiroir. Autant lui confier votre téléphone un peu moins parce que vous en avez tout simplement besoin. Hein. Et donc, c'est reconnaissance, mail, téléphone ou certificat. Vous lisez le document, vous cliquez sur « Je valide » et une fois que vous avez validé, le document est électroniquement signé. Et donc, si je résume ce qu'on vient de faire, une première partie blockchainée où des acteurs vont s'assurer de l'intégrité des documents et ensuite, électroniquement, les signer, pratiquement les yeux fermés, parce que c'est Contract Chain qui les a ouverts pour eux. Donc, si on résume la valeur, ou la valeur j'espère, hein, il y a une revue de contrat automatisée qui donne une meilleure valeur à l'accord et donc qui permettra de prouver au juge que l'accord formel a existé, que la revue de contrat a été complète, effective, et donc que personne ne pourra se soustraire à ce qu'il a signé. Hein. Et puis, subsidiairement, ou principalement pour certains, au lieu de signer du papier, vous signez des documents numériques. Là, vous avez l'image d'une maquette numérique d'un bâtiment, certes sophistiqué, hein, mais qui a été modélisé en 3D. Et donc, in fine, qu'est-ce qu'on a fabriqué? Alors, si Contract Chain se trouve dans les mains de plusieurs, on a fabriqué un avatar numérique. Pourquoi est-ce que Contract Chain, alors ça fabrique des contrats, des ordres de service, des avenants, des documents tels que construits. Et depuis 6 mois maintenant, on est devenu l'outil des notaires. Alors, on ne remplace pas les notaires, parce que déjà, au passage, quand on leur dit qu'on les remplace, ils sont très en colère, et donc je suis incapable de leur vendre quoi que ce soit. Hein. Et aussi parce que je ne sais faire que de la certification technique et que moi, Contract Chain, je n'ai pas d'intelligence quant à la qualité du document. Donc, les notaires qui, eux, sont officiers ministériels et peuvent mettre une intelligence contractuelle, mais ils utilisent Contract Chain pour faire des cessions immobilières. Et donc, quand on parle d'avatar numérique, un bâtiment, d'abord, il est construit, ça prend quelques années, puis ensuite, il est exploité, il est maintenu, il est vendu, il est modifié, il est amélioré. Hein. Et donc, depuis qu'on est passé dans les mains des notaires, on peut imaginer que l'avatar numérique du document se passe de main en main dans les différents propriétaires, sur une durée de 10, 20, 30 ou 50 ans. Hein.
Et donc, on est aujourd'hui capable de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage bâtimentaire. Et puis d'autres cas de figure. Alors, il y a ceux d'aujourd'hui, puis il y a ceux de demain. Je vous ai parlé des contrats de construction. On en fait, c'est vraiment l'essentiel de nos clients. Les ventes en bloc, les ventes en VFA, dans les mains des notaires. Les crédits baux, ben oui, les crédits baux, c'est quoi un crédit bail? C'est tout simplement votre banquier bailleur qui devient propriétaire à votre place et vous payez un loyer. Hein. Et le crédit bail, ben, il a une durée de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ça permet au crédit bailleur, c'est-à-dire le banquier, de s'assurer de la qualité du bâtiment tel qu'il sera restitué à la fin du bail. On imagine aussi, et ça commence pour les avocats. Oui, les avocats, ils mettent aussi une intelligence contextuelle, contractuelle, en termes de négociation, notamment les avocats d'affaires. Mais tous les gros dossiers, arbitrage, MIA, les fusions-acquisitions, c'est aussi beaucoup de documents. Puis ben, l'avocat, quand il a beaucoup travaillé sur son cœur de métier, c'est-à-dire son intelligence, les documents à signer, ils sont nombreux, ils sont complexes, et qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il est obligé de se palucher des montagnes de papier en PDF. ContractChain peut être son outil. La comptabilité, alors ça, c'est plus de la prospective pour nous, mais on est en train de travailler avec, avec des experts comptables et commissaires aux comptes sur la piste d'audit fiable. C'est un mot un peu barbare, moi j'avoue que je le découvre un peu. Il y a 6 mois, je ne le connaissais pas. C'est pour éviter la fraude à la TVA. Et il est évident que si vous tracez dans un mouvement commercial une commande, un transport, une livraison, une facture, un règlement, au fil de l'eau, on peut bien imaginer que la fraude à la TVA, ça risque d'être un peu plus compliqué, voire tout à fait impossible dès lors que vous avez tracé ça et mis ça dans les mains de votre expert comptable. Hein. Et puis enfin, les grands financements structurés, on commence à y travailler, on est en 2 doigts de lancer un POC sur c'est quoi les financements structurés? Ben, c'est un mot très simple pour dire quelque chose de très compliqué. Imaginez un pool d'investisseurs, de banquiers et d'assureurs qui veulent financer et assurer un champ d'éoliennes au large du tampon. Le champ d'éoliennes au large du tampon, c'est une vingtaine ou bien plus d'investisseurs, de grandes banques d'investissement et d'assureurs qui vont et financer et s'auto-assurer. Et donc, la qualité du contrat, ben, elle est absolument essentielle et le volume, vous imaginez qu'il est considérable. Le livrable à la fin, ben, on est dans le monde numérique. Alors là, je vous montre une photo, mais ben ça, c'est un contrat qui a été passé par un de nos clients. Ben, voilà, c'était Eiffage. Son livrable, c'est juste un lien qui lui permet de s'assurer de l'intégrité. Et donc, pendant la durée de construction, la durée d'exploitation, voire devant le juge dans 5 ans ou dans 10 ans, il a fait un contrat numérique, la preuve sera numérique, il prend un fichier, il le glisse sur ContractChain, donc l'un des 2174 fichiers qui ont été mis dans ce contrat-là. Hein, je suis reparti. Est-ce que ce document-là est intègre et fait bien partie de tel ou tel document? Ben, ContractChain va allumer un bouton vert pour dire oui et un bouton rouge pour dire non, tout simplement. Hein. Et au moins, c'est exploitable, parce que la blockchain, ça marche très bien, mais si vous mettez ça dans les mains d'un homme d'affaires, il ne pourra pas trop s'en servir. Je crois en avoir fait le tour, du moins de ma présentation formelle. Je ne sais pas si le sujet peut être... Tiens, je vais remettre ma caméra, si ça veut marcher. Quelle heure il est? 16h47. Ben, vous me dites si vous avez des questions. Je suis très volontiers. J'ai fait un truc assez bref, assez complet. J'ai parlé de droit, j'ai parlé de techno. Plus de droit que de techno d'ailleurs, parce que la techno, je la veux plutôt sous-jacente. Hein. Les utilisateurs que sont mes clients ne connaissent rien à la blockchain. Il faut juste qu'ils aient compris que c'est un truc qui marche. Hein. Et après, je leur mets une interface sous les yeux pour qu'ils fassent leur métier et que leur métier. Non, c'est l'avenir, franchement. Et c'est sécurisé surtout. Ça te plaît? Ouais. Ah oui, complètement. Complètement. Ben, tu vois, j'étais pas plus tard que ce matin en liaison avec SHLMR. Tu connais, j'imagine? Ah bah oui. oui. C'est un joli grand bailleur social de chez toi.
qui va lancer ses premiers contrats blockchainés au mois de juin. D'accord. Moi, je suis toujours surpris d'entendre ça parce que ici, on n'est pas très très suivi localement. Ouais. C'est parce que je m'en occupe. Non, mais je veux dire,